m'appelle Ginette Berthaud, je suis travailleuse sociale et je suis professeure à l'École de travail social de l'Université du Québec à Montréal. Alors, cette capsule portera sur la phase de travail. Dans des capsules précédentes, vous avez vu comment c'était important de planifier de façon rigoureuse l'intervention. Vous avez aussi vu comment on pouvait choisir le modèle d'intervention en travail social de groupe et vous avez pu constater qu'une phase qui permet de mettre le groupe en place et de l'acheminer vers son succès était la phase de début. Maintenant, nous allons voir la phase de travail. La phase de travail est l'étape où est-ce que le groupe réalise ses objectifs et où est-ce qu'on met en œuvre le programme d'activité ainsi que les modalités pour que celui-ci atteigne son but. Elle a donc une durée non variable selon le type de groupe et selon le mandat que l'organisation a confié au travailleur social. Avant de parler de la phase de travail, il faut mentionner ici que nous allons aborder cette phase sous l'angle de la perspective de l'aide mutuelle. Pourquoi avons-nous adopté cette perspective? C'est que depuis au moins 60 ans, l'aide mutuelle est considérée comme étant le concept phare du travail social de groupe. Alors, l'aide mutuelle est définie, et excusez, je vais lire cette définition, comme étant un processus où chaque membre offre et reçoit de l'aide, ce qui permet de vivre ses préoccupations de vie comme étant universelles, de réduire ses sentiments d'isolement et de stigmatisation et d'apprendre à partir de visions diversifiées. C'est d'une définition qui nous provient de Guy Thomas. L'expression aide mutuelle est ici, a été adoptée par des auteurs francophones en travail social de groupe. Il faut distinguer aide mutuelle d'entraide. Lorsqu'on parle des groupes d'aide mutuelle, ce sont des groupes qui sont initiés et guidés dans l'ensemble de leur démarche par le travailleur social. Lorsqu'on réfère à l'expression groupe d'entraide, on parle plutôt de la notion de self-help group, qui est une expression anglophone, où ce groupe est un groupe qui, théoriquement, s'autodétermine, s'autogère et où, à l'occasion, le travailleur social va venir supporter le groupe dans des tâches précises telles que l'animation, mais où le travailleur social n'a aucun pouvoir ou n'a aucune prise sur l'orientation du groupe. Alors, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, depuis 60 ans, on parle d'aide mutuelle en travail social de groupe. C'est William Schwartz qui a été le premier à traiter de l'aide mutuelle en travail social des groupes. Il appelait à ce moment-là le modèle de réciprocité. Un peu plus tard, il y a eu Larry Shulman, qui a été un professeur ici, au Québec, à l'Université McGill, qui, lui, a élargi le modèle en y incorporant les dimensions individuelles, des dimensions de famille, d'organisation et de groupe. Et à ce moment-là, lui, il a appelé le modèle de médiation. Maintenant, il revient à Mme Steinberg d'avoir conçu le modèle de travail social de groupe axé sur l'aide mutuelle tel que nous le connaissons et tel que nous vous le présentons. Dès le point de départ, M. Schwartz nous avait amené une définition du groupe dans une perspective d'aide mutuelle. Cette définition est encore très populaire et il vaut la peine de s'y attarder. Alors, pour Schwartz, le groupe est une structure d'aide mutuelle, une alliance d'individus qui ont besoin les uns des autres à degrés divers pour travailler à des problèmes communs. Fait important, c'est un système d'aide dans lequel les membres ont autant besoin les uns des autres que de l'intervenant. Et on insiste sur cet aspect. Ce besoin de recourir aux autres et de créer non seulement
une relation d'aide, mais plusieurs relations d'aide et centrale au processus de groupe. Il s'agit donc d'un besoin qui transcende les tâches ayant justifié la mise en place du groupe. Les points principaux ou centraux de ce modèle, quels sont-ils? Alors d'abord, le modèle d'aide mutuelle s'appuie sur la théorie des systèmes, la théorie du système du soutien social et s'inscrit dans le mouvement humaniste. Elle se revendique aussi d'une culture démocratique. D'entrée de jeu, ce modèle délimite des préoccupations que doit avoir le travailleur social à l'égard du groupe. Alors, il y a 3 préoccupations centrales pour le travailleur social lorsqu'il veut s'inscrire dans le modèle d'aide mutuelle. Première préoccupation, la canalisation des forces des membres. Alors, ce qui veut dire que le travailleur social reconnaît les forces et les compétences que chaque membre peut apporter au groupe. Ces forces et ces compétences deviennent des ressources et ces ressources sont mises à la contribution du groupe. Alors, ce qui veut dire que les membres apportent les ressources à d'autres membres et par le fait même vivent la réciprocité d'aide. Dans les faits, le membre, tout en aidant les autres, s'aide lui-même, ce qui renforce ses compétences et ses habiletés. Qu'est-ce que ça veut dire pour la pratique que le travailleur social canalise les forces du groupe? Ça veut dire, d'une part, que le travailleur social doit se percevoir comme une des multiples sources d'aide dans le groupe et non seulement comme étant la seule source d'aide. Ça signifie aussi qu'il doit faire ressurgir les savoirs d'expérience des membres, les utiliser au profit du but du groupe. Il ne se verra donc pas comme l'expert du groupe, mais plutôt comme une ressource qui va apporter un savoir non disponible aux membres du groupe et qui est à sa façon qui va contribuer à l'avancement de la tâche du groupe. Deuxième préoccupation, la formation du groupe qui consiste à promouvoir la création d'un sentiment de communauté et à encourager l'autonomie du groupe. Sur le plan du processus de groupe, l'aide mutuelle se développe durant la phase de travail sous 2 conditions. D'abord, l'émergence d'un but commun qui provient des intérêts et besoins du groupe et la présence d'un climat de confiance qui va nous amener un sentiment de cohésion et d'appartenance. Alors, ça veut dire que nous allons avoir un climat socio-émotif dominé par la sympathie, l'empathie, la collaboration, la convivialité et le soutien. Alors, de plus, la tolérance et le droit à la différence sera valorisé, ce qui fait que dans ces groupes, la divergence d'opinion est souhaitée, de même que la confrontation des idées. Il faut ajouter à ceci que l'apparition de l'aide mutuelle n'est pas magique. Elle repose sur un processus de groupe harmonieux et sur vraiment une cohésion et un sentiment de communauté important. Maintenant, quelles sont les implications pour la pratique lorsqu'on veut former le groupe avec la promotion et la création d'un sentiment de communauté? Alors, favoriser l'émergence de l'aide mutuelle nécessite de la part du travailleur social de s'assurer du climat favorable et de cohésion, bref, de référer à la vision du groupe comme un tout, ce qui amène à exercer la fonction d'expert sur le processus de groupe. Ceci exige pour le travailleur social de s'appuyer sur des notions telles les étapes d'évolution. Il est donc important de connaître et de comprendre les phénomènes de groupe. Une troisième préoccupation pour Sternberg, c'est d'enseigner l'utilisation consciente de soi chez les membres.
Alors, Sternberg dit que ce principe permet que le système d'aide mutuelle dans un groupe ne devienne pas un lieu où l'on bombarde les membres de conseils. Dans ce sens, l'aide mutuelle n'est pas seulement des conseils et n'est surtout pas des conseils. L'utilisation consciente de soi permet de contrer cette tendance présente dans bon nombre de groupes d'aide. Elle est constituée de deux processus. Un processus d'autoréflexion qui consiste à faire un retour sur ses expériences et un processus d'autoréférence qui permet de se centrer sur ses récits de vie et ses expériences de vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour la pratique? Ça veut dire que le travailleur social a comme fonction d'éduquer les membres à utiliser ces deux processus. Ce qui veut dire aussi que le travailleur social va être à l'aguet de tout ce qui peut s'appeler conseil et inviter le groupe à penser autrement. Là aussi, le travailleur social va utiliser le groupe comme un tout pour y arriver. Il va même en arriver à développer l'empathie de groupe, c'est-à-dire que le groupe va tranquillement, à l'aide du soutien du travailleur social, il va arriver à saisir que ce qui est important, c'est de se mettre à la place de l'autre, de réfléchir de comment ça résonne chez soi et ensuite de partir de ses propres expériences pour tenter d'appuyer l'autre dans la démarche qui le constitue. On peut vous dire, à force de l'avoir expérimenté, que d'utiliser ce processus d'utilisation consciente de soi permet aux membres de même profiter de ce qui se passe dans le groupe pour sa propre situation personnelle. Ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est que dans ce modèle, le travailleur social est une ressource spécialisée apportant des informations non disponibles au groupe, qu'il est aussi un expert du processus ou encore qu'il est un éducateur pour initier les participants à l'utilisation consciente de soi. Ces trois fonctions amènent le travailleur social dans une position d'égalité, c'est-à-dire à occuper une position décentralisée. Son expertise sera considérée comme une ressource au même titre qu'un autre membre. La position du travailleur social dans ce modèle est exigeante. Elle demande qu'on partage notre pouvoir sur les plans des connaissances, soit théoriques, soit expérientielles, qu'on amène le groupe à prendre ses propres décisions et qu'on oriente peu l'action du groupe, ce qui fait que, comme leitmotiv quotidien, le travailleur social a comme préoccupation ou a comme même idée fixe comment je vais faire pour partager le pouvoir, comment je vais faire pour aider le groupe à prendre ses décisions. Ça devient quelque chose qui est, à la fin, assez prenant. Pour utiliser une image, c'est que la position du travailleur social dans un groupe axé sur l'aide mutuelle, c'est une position qu'on pourrait qualifier d'équilibriste. Il se promène sur un fil de fer, tantôt se penchant vers le contenu et la tâche, tantôt se penchant vers la vie socio-affective, tantôt se penchant vers le partage du pouvoir, tantôt exerçant l'autorité parce que le groupe a besoin, tantôt en allant vers l'aide mutuelle, tout et un autre moment vers le contenu. Tout ça fait que c'est une position qui n'est pas simple à maintenir et qui va demander un certain nombre d'habiletés. Par contre, c'est une position qui, une fois qu'on a commencé à l'intégrer, devient emballante et stimulante puisqu'on voit le groupe évoluer de façon rapide, qu'on voit les gens s'entraider, qu'on voit qu'ils deviennent vraiment des ressources les uns pour les autres et que l'on voit qu'ils développent leur autonomie. Cette position amène donc des défis. La première, puisque l'aide mutuelle est de moins en moins présente dans notre société,
Le premier défi que l'on va rencontrer, c'est d'éduquer le groupe à revivre l'aide mutuelle et à lui redonner des pistes pour qu'il saisisse la richesse de l'aide mutuelle. Précédemment, il a été mentionné qu'il faut s'appuyer sur le groupe comme un tout. C'est un autre défi pour les travailleurs sociaux, puisque la plupart d'entre nous avons été d'abord formés en intervention individuelle et que notre premier réflexe est d'utiliser l'intervention, d'utiliser nos habiletés d'intervenants individuels en situation de groupe. Cette position ou cette difficulté de passer de nos habiletés d'intervenant de groupe vers l'utilisation du groupe comme un tout amène parfois une absence d'interaction dans le groupe puisque l'intervenant est centré sur les préoccupations de chacun et non sur les préoccupations de groupe. Ce qui va créer comme problème que le groupe va devenir un spectateur qui ne sera pas sollicité et en plus, ce qui va aussi encourager le groupe à donner des conseils aux membres et aspect qu'on a vu qui n'était pas non plus de l'aide mutuelle. Un autre défi pour les travailleurs sociaux, c'est de s'habituer à utiliser la communication croisée. Puisqu'on transfère d'abord nos habiletés en intervention individuelle, nous avons tendance beaucoup à individualiser les interactions et à les structurer. Ce qui fait que les membres, ça amène parfois que les membres se sentent un peu obligés de participer, alors que qu'est-ce qui est voulu dans le modèle d'aide mutuelle, c'est que ceux-ci doivent s'exprimer de façon libre et spontanée, ce qui permet à chacun d'apporter sa contribution quand bon lui semble. Enfin, il y a aussi un autre défi, c'est qu'on a tendance à vouloir se concentrer sur un contenu. On a tendance à vouloir se concentrer sur, de privilégier d'abord le programme d'activité qu'on a prévu. Et ceci, c'est comme travailleur social, de plus en plus, on nous demande de travailler avec des pratiques manualisées qui nous font tomber le piège de prioriser le contenu au lieu de prioriser le processus. Alors, ce piège fait en sorte également que l'aide mutuelle va avoir de la difficulté à émerger, puisque l'important ici, c'est que les gens reçoivent un contenu et que, par le fait même, les ressources des membres ne sont pas mises en contribution et le partage ainsi que le soutien social qui peut exister dans le groupe est mis de côté au profit de vouloir développer des compétences plus spécifiques en lien avec des problématiques particulières. C'est effectivement une question très délicate puisque de plus en plus, on nous demande de travailler avec des groupes manualisés ou avec et à partir de contenus qui ont été approuvés, évalués. Je vous dirais que comme travailleur social, il y a pour moi, il y a des repères clés qui est essentiel de conserver, de maintenir en fonction des valeurs de notre profession. Un groupe en travail social est créé en fonction des besoins de la population. Je pense qu'il faut qu'on parte de ce principe-là, OK? Et que l'on regarde qu'est-ce qui, dans la pratique manualisée, correspond à ces besoins-là. Dans un deuxième temps, je crois aussi qu'un travailleur social qui croit à l'aide mutuelle peut aussi se permettre de prendre les pratiques manualisées, de les analyser en fonction des besoins et de regarder comment il peut créer l'espace à l'intérieur de cette pratique manualisée-là pour inclure des aspects de sa profession tels que de permettre le développement de l'aide mutuelle à l'intérieur d'un groupe. Il y a aussi que si la pratique manualisée est proche des besoins de la population, je crois aussi qu'il est possible de parfois de partir
des besoins de la population pour une rencontre X et d'inclure après le thème de la pratique manualisée. C'est aussi possible que d'inverser ou de jouer avec ce qui nous est proposé de façon à ce que les personnes qui font partie du groupe on répond à leurs besoins et que par la suite, doucement, tranquillement, on inclut les thèmes des pratiques manualisées. Je crois que ce qu'il faut éviter, c'est d'y adhérer sans se poser de questions. Et c'est aussi peut-être d'y adhérer parce que c'est une belle façon de commencer une pratique de groupe sans être trop apeuré. Alors, par contre, c'est pas nécessairement un type de pratique qui respecte nos valeurs en termes de partage de connaissances, partage de pouvoir, même si on essaie de partager le pouvoir, les connaissances, on ne partage pas les connaissances, on expose les connaissances, on donne des connaissances quand il n'y a pas de place pour l'interaction. Une réponse courte pour pouvoir terminer la capsule, c'est que, dans le fond, il faut que le travailleur social puisse trouver l'espace ou donner l'espace au groupe à l'intérieur de ces pratiques manualisées-là pour que le groupe puisse être mis en contribution et qu'il puisse s'appuyer sur les ressources de ses membres. Alors, dans ce sens-là, c'est pas mal, c'est pas bien, il faut savoir les utiliser en fonction de nos valeurs comme travailleur social de groupe et en fonction d'aider le groupe à développer son aide mutuelle à travers ces pratiques.